Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il pouvait y avoir en commun entre, disons, la performance d'une pop star au Super Bowl, une grosse crise politique au Royaume-Uni et la situation économique du Portugal? À première vue, rien. Et pourtant, aujourd'hui, on va justement essayer de connecter les points, d'assembler les pièces de ce grand puzzle mondial pour y voir un peu plus clair. Alors on commence où? Eh bien, on va commencer sur l'une des plus grandes scènes du monde, le Super Bowl. Parce que là-bas, un simple concert est devenu bien plus que ça. Une vraie déclaration politique. Et ça, forcément, ça a provoqué des réactions, disons, très contrastées. Pour y voir clair, on va organiser ça en 3 grandes parties. D'abord, on parlera de pouvoir et de contestation. Ensuite, on verra comment les libertés sont parfois mises à rude épreuve. Et enfin, on se penchera sur les paradoxes de l'économie. L'idée, c'est de comprendre comment tout ça, mis ensemble, façonne le monde dans lequel on vit. Allez, c'est parti. Première partie, pouvoir et contestation. On va voir comment le pouvoir, qu'il soit culturel ou politique d'ailleurs, est de plus en plus bousculé un peu partout. Et là, ce qu'on a sous les yeux, c'est un choc des cultures en direct. Imaginez, 120 millions de personnes qui regardent ça. D'un côté, un artiste qui célèbre une Amérique diverse, qui parle espagnol, fier de ses origines, et de l'autre, une réaction quasi épidermique, un rejet total. On défend une vision de l'Amérique, disons, plus unique. C'est ça qui est fascinant. Ça va bien au-delà de la musique, c'est une vraie guerre des histoires, des récits sur ce que le pays doit être. Et cette tension, cette bataille d'idées, eh bien on ne la retrouve pas que sur scène, elle s'invite aussi dans les couloirs du pouvoir. On part maintenant au Royaume-Uni où on observe une dynamique assez similaire, un bras de fer entre le gouvernement et l'opinion à cause d'un scandale qui n'en finit pas de faire des vagues et de fragiliser le pouvoir en place. Au cœur de la tempête, on a le Premier ministre Keir Starmer, et il est vraiment en difficulté. Son autorité est sérieusement ébranlée. Pourquoi? Parce que les démissions s'enchaînent, et pas n'importe lesquelles, celles de ses plus proches collaborateurs. Ces départs sont censés calmer le jeu, mais en réalité, ils montrent juste à quel point la crise est profonde. Et ça ne s'arrête pas là, la crise monte d'un cran, les appels à la démission fusent, même depuis son propre parti, c'est dire, et pour couronner le tout, l'affaire touche maintenant jusqu'à la famille royale. Le gouvernement, lui, fait le dos rond, il s'accroche, mais franchement, la pression est à son comble. Ok, donc au Royaume-Uni, on a une pression politique, médiatique. Mais si on va au Venezuela, on change complètement d'échelle. Là-bas, l'affrontement entre le pouvoir et ses opposants est beaucoup plus direct. Et souvent, beaucoup plus brutal. Regardez cette chronologie, c'est assez fou. Ça montre à quel point la liberté politique est précaire là-bas. Un opposant connu et libéré, tout le monde pense que c'est un signe d'ouverture. Il organise un rassemblement et quelques heures plus tard, à peine, il est de nouveau arrêté. C'est un ascenseur émotionnel terrible et c'est surtout le symbole parfait de ce cycle sans fin de répression et de résistance qui bloque complètement le pays. Et cet exemple vénézuélien, c'est une transition parfaite pour notre deuxième grande partie. On va parler des libertés qui sont sous pression. On va voir comment, un peu partout, l'espace pour s'exprimer, pour contester, se réduit comme une peau de chagrin. Et souvent, c'est la loi elle-même qui est utilisée pour ça. 20 ans. C'est un chiffre qui claque. 20 ans de prison. C'est la peine qui vient de tomber pour un patron de presse de 78 ans à Hong Kong. Et avec cette condamnation, c'est peut-être le sort de toute la liberté d'expression dans la ville qui vient d'être scellée. Pour énormément d'observateurs, c'est clair. Ce verdict, c'est la fin du jeu pour la presse libre à Hong Kong. C'est le résultat direct d'une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui a complètement changé la donne. Avant, on pouvait critiquer. Maintenant, exprimer une opinion qui déplaît peut être considéré comme un crime. C'est un changement radical. Donc à Hong Kong, on utilise la loi pour faire taire les gens. Au Moyen-Orient, on va voir qu'un changement de loi pourrait avoir un impact encore plus concret, un impact physique, au point de redessiner les cartes et de décider de l'avenir de toute une région, la Cisjordanie. Voilà ce qui se passe. Le cabinet de sécurité israélien vient de supprimer une très vieille loi, une loi qui datait de 1948, et qui, pour faire simple, interdisait la vente de terres palestiniennes à des non-arabes. En faisant sauter ce verrou juridique, la porte est maintenant grande ouverte pour que les colons puissent acheter des terres beaucoup plus facilement. Et ce chiffre, 750 000, c'est le nombre de colons israéliens qui vivent déjà en Cisjordanie. Pour mettre ça en perspective, ça représente quasiment 10% de la population juive d'Israël. On comprend donc que ce changement de loi, ce n'est pas anodin. Ça pourrait donner un coup d'accélérateur énorme à l'expansion des colonies. Bon, après le politique et le juridique, on passe au troisième et dernier volet, l'économie. Parce que parfois, une histoire qui a l'air d'une réussite totale sur le papier cache en fait de vraies fractures sociales. Et l'exemple du Portugal est absolument parfait pour illustrer ça. Si on regarde les grands chiffres, l'histoire est belle. C'est l'histoire d'un pays qui était au bord du gouffre il y a une dizaine d'années, après une crise terrible, et qui a réussi à remonter la pente de manière spectaculaire. Le Portugal a réduit sa dette, et aujourd'hui tout le monde le présente comme le bon élève de l'Europe, un vrai modèle économique.
Oui, mais voilà, il y a un mais. Ces chiffres, aussi bons soient-ils, ne racontent pas toute l'histoire. La question qu'il faut se poser, c'est, si tout va si bien, comment expliquer que l'extrême droite vienne de faire un score historique aux élections? Ça, c'est le signe qu'il y a un malaise quelque part, un malaise profond. Et ce malaise, il vient de là. Derrière la vitrine du miracle économique, il y a l'envers du décor. D'abord, une crise du logement terrible. Les prix ont explosé, c'est devenu impossible de se loger pour beaucoup de Portugais. Ensuite, une fuite des cerveaux. Les jeunes, surtout les plus qualifiés, partent chercher un avenir ailleurs. Et enfin, des salaires qui ne suivent pas, bien plus bas que chez le voisin espagnol par exemple. Tout ça, ça crée un sentiment d'injustice, de déclassement. Et ça, c'est le carburant parfait pour la colère politique. Voilà, on a fait notre tour du monde, alors maintenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ces histoires, mises bout à bout, nous racontent? Ce qu'on voit, c'est que ce soit sur une scène de concert, dans un parlement, dans un tribunal, ou même sur le marché de l'immobilier, partout on sent des tensions. On est dans un monde qui bouge très vite, où les vieux équilibres, qu'ils soient culturels, politiques ou économiques, sont en train de voler en éclats. Tout est remis en question. Finalement, toutes ces histoires nous rappellent une chose essentielle. La lutte pour le pouvoir, la défense des libertés, la quête d'une économie plus juste, ce ne sont pas des sujets séparés. Ce sont les différentes phases d'un même combat, d'une même dynamique qui traverse toute la planète. Et ça nous laisse avec une question simple en apparence, mais en réalité absolument fondamentale.